la liberté, comme ça, de prime abord, si vraiment c'est lié à une image presque qu'on pourrait dire d'Épinal, sauf qu'elle est de Lacroix, c'est justement la liberté qui est dans le peuple, c'est-à-dire l'aspect le plus politique et révolutionnaire de la liberté. Mais ensuite, si j'y réfléchis plus longuement, finalement, il y a dans mon métier aussi, c'est-à-dire dans la pratique de l'écrivain, quelque chose comme un long apprentissage de la liberté. Comment est-ce que écrire des romans, c'est à chaque fois finalement avancer vers une liberté chaque fois plus grande. Qu'est-ce que c'est qu'une liberté qui, pour le sens commun, consisterait à tout un coup à écrire ce qu'on veut? Et c'est très curieux, quelquefois, j'entends des gens qui disent « Allez, lâche-toi, vas-y. » C'est-à-dire, tu n'es pas encore assez libre, tu ne dis pas encore assez ce que tu dois dire. Comme s'il y avait quelque chose qu'on ne disait pas. Alors peut-être, c'est à entendre cette phrase. Ah, ça m'a toujours questionné, ça. Vas-y, tu peux y aller. Comme si j'étais pas libre, du coup. La première pierre de la fondation, c'est ma liberté. C'est-à-dire, on fait exploser toutes les données, toutes les déterminations, tous les systèmes de représentation, toutes les habitudes mentales, tout ce qui nous conditionne, le déjà dit, le déjà fait, tout ce que nous admirons, tout ce que nous aurions aimé être, toutes nos petites conceptions intellectuelles, tous nos petits raisonnements qui sont toujours surdéterminés, tout cela subit ce que Deleuze appelle une catastrophe initiale, une catastrophe créatrice. Et ce moment de la catastrophe, c'est le moment de la création. Pour moi, donc, la liberté serait le lieu fondamental de la création. Et il n'y a de liberté que dans l'élan créatif. Et quand on tente l'élan créatif, ça ne veut pas dire qu'on le réussisse, mais au moment de l'élan, l'impulsion donnée au moment de la création, c'est le lieu je dirais, d'un désir de liberté. J'ai la chance d'être un écrivain qui aura finalement consacré sa vie d'écrivain à se libérer des emprises. Et c'est une joie toujours un peu angoissante, parce que lorsqu'on démissionne de tout, on a toujours peur un peu de flotter, d'être même un peu perdu. Vous manque dans votre main le sac pour aller à l'école, ou les horaires, par exemple, perdre les horaires pour travailler est un vertige. Mais il y a une joie incroyable qui m'a été imposée par mon écriture, par la façon d'écrire que j'avais. Vraiment, être auteur, c'est être quasiment un des travaux le plus en dehors des contraintes qu'on puisse imaginer. Et je le vois comme une chance inouïe. Et j'ai l'impression que c'est une chance qui devrait être offerte à plus de monde parce que ça convient. Là, ça fait 20 ans que j'en fais l'expérience, donc je vois ce que j'en pense, quoi. Ouais, ça convient. C'est une bonne... Il y a à gérer toutes les angoisses liées à la liberté, parce que tu te débrouilles avec toi-même tout seul, t'as pas de filet non plus mais au final, et d'où l'idée, effectivement, je pense qu'on devrait tous pouvoir sortir du système du travail, par exemple, pour mener une autre expérience de vie, parce que de ce que moi j'en connais, je trouve que ça devrait être étendu, quoi. C'est très simple, la liberté. Quand vous m'avez parlé hier au téléphone, vous m'avez dit qu'il faudra parler de la liberté. La première chose que j'ai fait, j'ai été chercher un poème d'un poète que j'aime beaucoup, qui est Pierre Morange, parce que je l'ai bien connu, et qui parle des femmes, d'un poème écrit dans les années 30, des femmes qui, en peignoir, descendent de chez elles, sont loin de leur mari, marchent dans la rue, quelquefois en pantoufles, et vont chez le boucher pour faire leurs courses et prennent un peu de temps pour parler. Et il dit, c'est ça la liberté. Il dit, la liberté, c'est de faire des pas.
Et c'est vrai. La liberté, c'est de ne pas être en prison. La liberté, c'est de faire des pas. La liberté, c'est de s'habiller comme on veut. La liberté, c'est de dire ce qu'on veut, d'avoir la libre parole, le libre langage. C'est ça la liberté. Et évidemment, cette notion de la liberté est actuellement en danger. Elle est mise en danger par l'intégrisme musulman, par le djihadisme, de façon très violente, par l'intégrisme catholique ou protestant, pour l'instant de façon moins violente, au moins dans l'espace public, et puis par les régimes politiques qui, en prétextant défendre la liberté, la limitent. Qu'est-ce qui a été visé? Qu'est-ce qui a été visé, notamment en janvier 2015, par les attentats, ce qu'on appelle les attentats, et d'un mot qui peut-être déjà nous éloigne ou nous aveugle. Mais en tout cas, qu'est-ce que dans ces assassinats politiques, ceux de Charlie Hebdo et de l'hypercacher, en quoi ils attentent à nos vies? Ils attentent à nos valeurs. Et ces valeurs, au fond, on les a très vite identifiées comme la liberté ou les libertés. Très vite d'ailleurs, les libertés, nos libertés. Et ces libertés, elles pouvaient être des valeurs à défendre, des principes, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, et aussi avec les attentats, cette fois-ci du 13 novembre, des libertés qui étaient des libertés beaucoup moins aisées à définir du point de vue, je dirais, idéologique ou du point de vue des valeurs, puisque ce n'était rien d'autre au fond que des styles de vie, on va dire. Quand les attentats nous touchent, je ne sais pas si c'est vraiment nos libertés qui sont... En tout cas, nos libertés d'aller au concert, d'aller dans un bar, de se déplacer, de prendre le métro, d'aller voir un défilé de 14 juillet, ou d'aller travailler quand tu es journaliste, ou d'aller à l'école quand tu es un enfant. Je ne sais pas si c'est vraiment nos libertés qui sont attaquées. On est attaqué, nous, en tant que société entière. C'est presque avant de savoir si on a le droit de sortir de chez soi ou pas, parce que tu as l'impression de toute façon c'est des attentats, mais si tu sortais pas de chez toi, ça pourrait te toucher. Donc je sais pas si c'est vraiment nos libertés, et je suis même pas convaincue que ça les intéresse beaucoup de savoir comment on vit, et de savoir comment les femmes vivent, et comment, je crois que c'est encore plus... c'est un désir de détruire et d'intervenir de façon brutale, plus basique. Effectivement, les attentats terroristes visent à attenter aux libertés de diverses façons. D'abord directement par les limitations qu'elles imposent ou qu'elles souhaitent imposer à la circulation des personnes, à leur accès à un certain nombre de pratiques, mais aussi, je pense, par effet rebond, à travers les mesures sécuritaires qui seront prises en réponse, et qui font partie, en quelque sorte, de cette machine terroriste. Le terrorisme, c'est bien de terroriser, et en terrorisant, de provoquer des réactions qui seront excessives par rapport à la situation réelle. En ce moment, on vit un moment très étrange sur le plan des libertés publiques, dans l'espace public, justement. Et on se rend compte tous les jours que la menace sur ces libertés ne vient pas forcément d'où on pourrait l'imaginer. Par exemple, l'affaire ridicule par ailleurs du Burkini. On voit comment finalement on est tenté de réduire la liberté dans l'espace public en disant « Ah non, alors vous ne pouvez pas aller habiller à la plage ». On revient en arrière un peu sur des conquêtes qui nous ont pris quand même assez longtemps, presque tout le XXe siècle, pour dire on peut s'habiller ou pas comme on veut. Et là, on a l'impression que pour des causes qui sont complètement extérieures a priori, on revient en arrière sur ces questions en disant et on a l'impression que une grande partie de l'opinion publique, en tout cas des citoyens, sont prêts justement à réduire ces libertés pour se protéger d'une certaine façon d'une menace floue,
dont on ne sait pas si elle est celle de la différence, de l'altérité, en tout cas qui a trait à la peur. Ce que Hobbes montre dans le Léviathan, c'est que la peur est de fait un sentiment qui peut, d'une certaine manière, faire communier des foules, et donc qui peut créer des groupes, mais qu'on ne se mettra jamais d'accord sur la désignation de l'ennemi principal. C'est-à-dire que la peur peut être un sentiment diffus, mais on n'est jamais en accord pour désigner celui qui fait peur. Et on délègue au pouvoir souverain le pouvoir exorbitant de désigner l'adversaire, l'ennemi. Une fois qu'on met en place tout un système de répression du terrorisme, on sait qu'il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse évidemment aux terroristes, mais il s'adresse aux terroristes en devenir, mais il s'adresse les lois bafouées ou transformées sont celles de tous, quoi. Donc le terrorisme, bizarrement, est un désastre qui peut arranger des systèmes autoritaires. On l'a vu en Espagne avec l'ETA. L'ETA a été totalement, il me semble, inutile sur le plan politique par rapport à ce qu'il défendait, et totalement utile pour les gouvernements qui sont succédés pour mettre au point, et jusqu'à très très loin, parce que là il y a des lois qui sont en train d'être abandonnées, qui étaient des lois, là pour le coup sur la liberté d'expression, extrêmement liberticides, quoi. Donc bizarrement c'est une catastrophe géniale pour un gouvernement. Personne ne sait comment va évoluer telle ou telle société. On n'a plus le même degré de stabilité. On n'a jamais eu de stabilité véritable, mais là, on a véritablement une instabilité qui est beaucoup plus structurelle et qui devient l'élément même de nos sociétés, de nos espaces. Donc, du coup, l'insécurité, le sentiment d'insécurité devient extrêmement puissant. Aucune démocratie aujourd'hui, par l'idée même de démocratie, et sans contredire la notion même de démocratie, aucune démocratie ne peut tenter de se soustraire à cet imprévisible, à cet incertain, et donc d'une certaine manière à cette insécurité. Est-ce que c'est une cause suffisante de défendre notre mode de vie face au djihadisme? Est-ce que c'est une cause suffisante de dire nous avons le droit de boire des bières en terrasse et d'aller écouter du rock? Évidemment que nous en sommes profondément convaincus que nous devons défendre ce droit. Mais cette défense ne peut pas prendre une expression politique, une expression de rassemblement citoyen ou militant. Et d'ailleurs, tant mieux. S'il la prenait, ça serait aussi, pour d'autres raisons, inquiétant. Donc, au fond, cette histoire, l'événement en cours que nous sommes en train de vivre, il attaque profondément la notion même de liberté, il en éprouve la consistance, la solidité, il nous ramène à la sincérité, à la réalité de notre sentiment par rapport à lui, par rapport à elle, je veux dire, la liberté. Est-ce qu'on y tient vraiment ? Jusqu'où on est prêt à aller pour la défendre et de quel prix se paye la défense des libertés, de nos libertés, en tant que nous sommes toujours intimement convaincus, je pense, que ces libertés-là qui sont nôtres, elles s'autorisent d'une idée qui est une idée universelle de la liberté. Il y a dans les 3 déclarations des droits de l'homme qui prétendent que nous naissons libres et égaux, quelque chose à quoi je n'ai jamais cru. Bien sûr, nous naissons dépendants, néotènes, impuissants, nous mourrons, c'est la Hilflosigkeit de Freud, nous mourrions si quelqu'un ne s'occupait pas de nous. La dépendance est extrême, et nous ne naissons pas égaux, la sexualité fait que nous sommes différents.
Je préfère 1000 fois la valeur de la sexualité ou la valeur de libération que la notion de droit de liberté. Une liberté, c'est le fait que vous pouvez faire quelque chose et il n'y a pas de raison de vous en empêcher. Mais un droit, c'est beaucoup plus que ça. Un droit attribué à quelqu'un crée chez quelqu'un d'autre une obligation. Et donc les libertés ne sont pas des droits. La liberté de la presse ne crée pas l'obligation pour le gouvernement de produire des journaux. Si c'était un droit, il faudrait qu'il y ait obligation chez quelqu'un de vous donner des journaux. Donc c'est très différent et ça renvoie au fait que là où on disait liberté, on dit aujourd'hui droit, ce qui montre que la notion de droit, c'est un peu obscurci. Qu'est-ce que c'est en fait qu'être libre aujourd'hui, dès lors qu'on va aussi demander des libertés et des droits qui soient bien sûr les mêmes pour tous et qui ne soient pas réservés à certains. Et donc cette question de la liberté, elle rejoint la question bien sûr, la question de l'universel, et la question est de savoir comment est-ce qu'elle peut rejoindre l'exigence de justice sociale, en fait. Il est fondamental que les libertés soient, comme ça devrait l'être en principe, distribuées également à travers l'ensemble de la société, c'est-à-dire que tout le monde ait accès à ces libertés, sans quoi, évidemment, la notion même est en péril. Or, c'est précisément l'un des problèmes que rencontre la liberté, ou sa privation du reste, comme le disait d'une phrase célèbre Anatole France. La loi prévoit que, par principe d'égalité, le riche comme le pauvre ne puissent pas coucher sous les ponts et mendier dans la rue. On voit bien que cette liberté ou privation de liberté, évidemment, est déjà donnée comme différentiel dans la société. Et donc c'est très important que le pouvoir politique ou la société dans son ensemble fasse des corrections de ces atteintes de fait à la liberté. La difficulté que nous avons aujourd'hui dans des espaces qui sont des espaces dominés par la pensée occidentale, avec la laïcité, la démocratie, les libertés individuelles, la liberté publique, etc., c'est que les nouveaux événements, en tout cas la nouvelle situation du monde, fait qu'on a un discours sécuritaire qui se développe et qui se développe et qui a tendance à s'affirmer. La plupart des démocraties occidentales deviennent des démocraties autoritaires. On comprime ce qu'on avait libéré jusqu'à maintenant. Il y a eu des ruptures extrêmement fortes. Bon, avant 2015, mais en tout cas depuis 2015, il y a eu quand même un changement extrêmement important, ce qui fait que cette revendication de liberté qu'on avait dans les mouvements, dans les actions de désobéissance, elle peut sembler parfois marginalisée. Il y a effectivement des sociétés qui savent mieux que d'autres. Pensons par exemple aux attentats qui ont eu lieu à Madrid, qui ont eu lieu à Londres, qui ont eu lieu très récemment à Bruxelles et à Berlin, et qui n'ont pas entraîné d'état d'urgence, comme ça a été le cas en France, sous un gouvernement socialiste, avec des restrictions des libertés dont je dirais que ce qui les a caractérisées le plus fondamentalement, c'est qu'elles ont pu être quasiment invisibles pour la majorité de la population, et donc particulièrement bien tolérées, parce qu'elles étaient ciblées sur certaines catégories qui étaient celles visées par les perquisitions administratives, par les contrôles d'identité. Et donc, je dirais que là, on a véritablement la mise en place de restrictions des libertés sur un mode très socialement, et il faut bien le dire aussi ethno-racialement, différencié,
puisqu'il s'agissait de cibler certaines populations. Et je dirais que la tolérance à ces restrictions des libertés et à l'imposition d'un état d'urgence, et même pratiquement le désir presque national de ces mesures, est lié au fait que la plupart des gens n'en subissent pas les conséquences et que seules certaines catégories sont affectées. Ce qui est en train d'arriver, c'est une indifférence de plus en plus généralisée à la limitation des libertés. Est-ce qu'il y a eu des précédents historiques? Oui, sans doute. Est-ce que les historiens, ou d'une manière générale, les intellectuels, ont des outils pour comprendre ça? Je dirais que pour l'instant, non. Ils sont très embarrassés. Les intellectuels sont peut-être les moins bien placés pour comprendre la capacité des sociétés à renoncer à leur propre liberté, pour une raison simple qui est propre, je dirais, à leur choix de vie, à leur style de vie. Être un intellectuel, c'est avoir fait le choix irrécusable et inconditionnel de sa propre liberté. Le combat pour la liberté, c'est dans l'écriture qui se joue pour un auteur. C'est comment, finalement, se débarrasser de toutes les entraves qu'on peut avoir, jusqu'à la dernière ultime, qui est celle de la langue. Trouver la liberté la plus grande dans la langue. D'une certaine manière, je dirais, alors, je vais répondre égoïstement de manière très, très, très étroite, que ces questions-là, je me les pose tous les jours, du coup. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'écrire de manière séparée dans ma tour d'ivoire, en disant je ne peux pas, je n'ai pas la langue, je n'ai pas le style ou je n'ai pas les compétences pour m'engager publiquement. Mais cette question-là, c'est celle que je me pose directement devant la page. Comme si, observant cette liberté en permanence en danger, je devais m'imposer un régime de liberté beaucoup plus fort, une injonction de puissance beaucoup plus forte en réponse à ça. Voilà. Je pense que le texte politique le plus extraordinaire qui était écrit dans l'histoire est celui d'Étienne de la Boétie sur la servitude volontaire. En fait, à cause de la dépendance native du tout petit à l'égard de sa mère ou des siens, il y a, dans l'esprit même de récompense, et puis aussi parce que le rapport de force est mauvais entre un tout petit nourrisson et la violence de sa mère ou la grandeur de son père, il y a une servitude, il y a un auto-esclavage qui fait le fond de l'existence sociale. De ce fait, on peut être heureux peut-être dans la servitude la plus complète et, la Boétie s'étonnait, que les tyrans fonctionnent, non pas parce qu'ils voulaient tyranniser, mais parce qu'on suppliait qu'ils tyrannisent. Les êtres humains sont tels qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose sans le reprendre sous la forme d'une chose, de quelque chose qu'ils assument, dont ils sont responsables, y compris quand ces choses leur sont imposées par des contraintes externes, et y compris quand ils invoquent ces contraintes externes comme pour s'excuser de ne pas avoir pu jusqu'au bout faire usage de leur liberté. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'ignorer les monceaux de contraintes qui nous font agir, bien évidemment. Mais cela n'empêche que si vous retirez aux humains ce point d'honneur de la possibilité de réassumer ce qui arrive dans l'ordre de la liberté, vous leur retirez leur humanité.
en France ou on va dire en Europe de l'Ouest, on a la chance d'être finalement que ces libertés soient vraiment préservées, même s'il faut toujours quand même se battre. En revanche, dès qu'on passe au sud ou à l'est de la Méditerranée, par exemple, sans aller extrêmement loin, on voit à quel point ces libertés soit n'existent pas, sont extraordinairement restreintes. Et c'est justement finalement dans cet espace qui se joue entre la très grande liberté de l'Europe ou des États-Unis en termes d'expression et son absence dans les 3/4 du monde. Enfin, il y a voir aujourd'hui ce qui se passe en Turquie, en Russie, pour voir comment justement il y a une espèce de grand mouvement presque planétaire pour restreindre de plus en plus ces libertés d'expression. Et le contrôle, finalement, des citoyens, une espèce de contre-coup, peut-être, d'une révolution d'Internet. C'est-à-dire qu'à la fois, on ouvre des espaces d'expression de plus en plus grands, qui, en théorie, devraient apporter une plus grande liberté sur Internet. Et en même temps, finalement, on se rend compte que tout ça s'accompagne d'un contrôle toujours plus grand, d'une censure toujours plus importante, et d'un poids du politique et du religieux sur... justement sur l'expression, la création de plus en plus puissant. Et cette liberté d'expression, à mon avis, étrangement, depuis une vingtaine d'années, elle régresse et elle est menacée de plus en plus dans plus en plus d'endroits. En 2000, on a fait un film à 4 de réalisatrices et 2 actrices qui s'appelait Baise-moi, qui était l'adaptation d'un premier roman, et donc qui a été interdit très rapidement par le Conseil d'État, à la demande d'une association de promouvoir qui ensuite a obtenu l'interdiction de plusieurs autres films, mais là c'était leur première victoire. Et je pense que c'est vrai que pour moi ça a été vraiment fondateur. Fondateur de... d'une part parce que c'est la première fois que j'ai senti effectivement que j'avais pas la capacité de prendre des coups à l'infini. Et donc c'est la première fois je pense que j'ai eu un vrai temps de latence de... Comment est-ce que je me déplace ensuite? J'avais 30 ans, ce qui n'est pas si jeune, mais ce qui est plus jeune que maintenant. Et aussi du pouvoir, au-delà de la loi, du pouvoir, qu'est-ce que c'est effectivement que se sentir seul et démuni en termes de réseau presque, en face d'un groupe, tous d'accord pour te censurer, pour censurer le travail que tu viens de faire, alors que toi, ayant fait ce travail, tu vois pas bien le danger qu'il peut représenter, en fait. Je l'ai vécu comme une expérience de la limite de la liberté d'expression, non seulement de ce que tu peux mettre en forme, mais aussi de qui peut le mettre en forme, parce qu'il est évident pour moi que si on n'avait pas été ces 4 personnes-là, mais qu'on avait été 4 personnes d'un autre milieu social, d'une autre race pour les comédiennes, enfin race non mais d'une autre origine sociale, aussi origine de pays quoi, d'une autre, mais surtout d'une autre catégorie sociale, l'expérience aurait été totalement différente quoi. Donc j'ai eu l'impression à ce moment-là pas de découvrir parce que c'était quand même pas une surprise, mais de faire l'expérience vraiment en première ligne. De comment un système social peut s'arranger pour définir qui a le droit de s'exprimer et qui doit se taire. Et nous, on était vraiment dans la catégorie des gens qui devaient se taire. Et donc, j'ai eu l'impression à ce moment-là de faire l'expérience de l'efficacité d'un système qui doit passer par la loi, par une censure réelle, mais dont l'efficacité réelle n'est pas vraiment la loi. L'efficacité réelle, c'est le consensus qui s'établit autour de ceux qui te censurent et que de droite à gauche, de l'extrême droite à la gauche, tout le monde tombe d'accord pour dire ça non. Et ce à quoi ils disent non réellement, c'est les femmes ne feront pas ce genre de film, et ça a été réglé, ça n'a pas recommencé, hein, c'était il y a 17 ans, ça a été plié, ça reviendra, mais en tout cas ça a marché pour les 17 années qui viennent de s'écouler. Et les gens qui ne sortent pas d'un certain milieu social ne feront pas trop de cinéma. Et ça a marché avant et ça a continué à bien marcher. Ou alors ils feront un genre de cinéma qui doit... répéter très scrupuleusement un discours dominant.
Ce qui devait nous assurer le bonheur, c'est-à-dire le grand marché, la loi du grand marché, développe des précarités, des misères. Pas la pauvreté, nous avons toujours connu la pauvreté, mais apparaît, et moi en tant qu'éducateur, je l'ai vu, une misère, c'est-à-dire une sorte d'effondrement spirituel, mental, culturel, une perte de l'éthique, je dirais quelque chose de rétractile, une régression de l'humain. Et ça se produit dans toutes les sociétés. Et le dogme capitaliste continue, les sociétés deviennent de plus en plus liées à la consommation, on se définit par son pouvoir d'achat, nos désirs sont capturés par nos actes de consommation, c'est l'objet consommé qui nous donne de nouveaux plaisirs, l'idée du nouveau, l'idée de l'avancée, l'idée de la plénitude nous est donnée par les marchandises que nous pouvons acheter, etc., tout ce que nous pouvons consommer. Et dans cette misère mentale-là, il y a un développement de plus en plus large, de plus en plus inattendu, de plus en plus imprévisible de la pauvreté. Et ça, c'est traité, malheureusement, dans ce système, par le pénal et par la psychiatrisation. Le juge et le psychiatre sont aux premières lignes pour traiter, je dirais, tous ces déséquilibres humains, toute cette néantisation symbolique de l'humain qui se produit dans les sociétés développées sous mode capitaliste, sont traités par la prison, par l'enfermement, par les modalités pénales et par des modalités de mobilisation je dirais, de la connaissance psychiatrique. Un phénomène très remarquable, c'est que la prison, depuis 2 siècles environ, est devenue la peine de référence dans les sociétés occidentales et plus largement dans le monde entier. Or, la prison, bien entendu, par définition, c'est la privation de liberté. Et je crois qu'il y a, au regard de la question du rapport à la liberté, il y a une évolution qui s'est produite depuis le XVIIIe siècle et qui a été un double mouvement où, d'une part, on a amoindri les peines, on a adouci, comme on le disait alors, les peines les plus dures, donc la mise à mort publique, après parfois des tortures, a été remplacée par des peines de prison. Aujourd'hui, les peines de prison sont non pas remplacées, mais s'ajoutent des peines qui sont des formes de surveillance, comme le bracelet électronique. Et on voit que avec cet adoucissement, on a une possibilité d'étendre considérablement les populations punissables. Et on tuait très peu du temps de l'Ancien Régime. On a enfermé de plus en plus au XIXe et surtout au XXe siècle. Le bracelet électronique est intervenu il y a une quinzaine d'années. Son développement est beaucoup plus rapide que celui de la population carcérale. Autrement dit, à chaque fois qu'on ajoute une mesure adoucissant en quelque sorte les précédentes, elle s'additionne, mais en étendant la population que l'on prive de fait de liberté. Alors certes, je crois très important de souligner que le bracelet électronique et le type de surveillance qui est imposé aux personnes, l'impossibilité de dépasser un certain cercle à certaines heures, etc., ce sont des contraintes fortes sur la liberté. Je pense que néanmoins, elles sont bien moindres que celles que l'on peut avoir dans le monde carcéral. L'ancienne prison telle qu'elle était pensée est complètement inondée. La misère est tellement puissante que toutes les prisons sont pleines. Et même si on construisait 200 000 prisons, elles seraient immédiatement pleines parce qu'il y a une poussée. Donc on voit bien la prison n'est pas une réponse. Ce qui serait une réponse, ce serait une réponse politique, une vraie réponse politique, au sens noble, qui s'occupe de l'humain. Et cela, on ne l'a pas encore.
l'endroit où il y a le plus de liberté aujourd'hui, ça doit être les marchés. Là où il y a eu le plus de dérégulation, il y a eu moins d'autorité. Là où il y a le plus de liberté, c'est la circulation de l'argent. Pour revenir à l'histoire de la circulation des corps, elle est pratiquement mise en face de la circulation des capitaux et la circulation de l'argent à l'international. Il y a vraiment il y a un langage international de la monnaie, parce que ça se traduit très facilement, des monnaies. Et ça, là, par contre, il y a une liberté totale. Et ce à quoi comme les gens de ma génération, ce à quoi on a assisté, c'est toujours plus de liberté pour le capital. Toujours plus, toujours plus. La prééminence des valeurs néolibérales, donc de liberté sur le marché, et en même temps du domaine économique sur le politique, conduit effectivement à ce que, en matière de délinquance financière et économique, on cherche beaucoup plus à résoudre par la négociation. C'est l'évolution qui s'était produite déjà depuis longtemps aux États-Unis et qui s'est produite ces dernières années en France. On trouve de plus en plus de délinquance économique et financière, peut-être aussi parce qu'on la cherche mieux, mais on la punit de moins en moins, parce qu'on négocie. Et on négocie pour sauver des entreprises, pour sauver des entrepreneurs, et puis aussi pour sauver des emplois. Et donc on voit comment à la fois la logique économique et l'idéologie néolibérale qui la sous-tend contribuent à cette idée de liberté au sens politique. Le libéralisme économique n'a de sens, ne peut se comprendre qu'appuyé sur un libéralisme politique. De telle sorte que quand le libéralisme se définit uniquement sur le terrain économique et veut mettre à son service l'appareil d'État, eh bien, il se contredit lui-même. Et en réalité, c'est impensable, puisque les fondements du libéralisme économique sont politiques. Mais là, il suffirait de regarder la construction européenne, n'est-ce pas? C'est pas la loi naturelle du marché qui s'est imposée au bon sens des Européens. Ce sont des traités politiques qui ont aménagé un système qui, du point de vue de la nature, est complètement artificiel. Donc aujourd'hui, ça me paraît assez sensé de dire que un libéral, au sens politique, doit être inquiet de la puissance qu'a prise le libéralisme exclusivement économique. En oubliant le capitalisme et en rejetant ses méfaits sur le, entre guillemets, néolibéralisme, on a ouvert un chemin qui conduisait à critiquer, à remonter, à critiquer le libéralisme lui-même, en oubliant que nos libertés sont le résultat des combats des penseurs libéraux et que la pensée libertaire, la plus radicale, a été en partie pressentie dès le XVIIe, notamment chez les libertins, et que sans ce courant libéral qui passe par les Lumières, nous n'aurions pas beaucoup de moyens de penser la liberté. Donc cela m'étonne souvent beaucoup de voir des amis qui ont une sensibilité anarchiste, qui se veulent radicalement de gauche et qui font du libéralisme l'ennemi absolu. Mais je leur dis, mais hors d'un régime libéral, vous ne resteriez pas en vie une demi-heure. D'abord, ou 8 jours, on vous tuerait. Vous ne pourriez plus partir, vous devriez demander un permis pour aller à l'étranger. Vous ne supporteriez pas cette vie-là. Donc, il y a bien quelque chose contre lequel nous devons lutter. Mais ça n'est pas ça. Le mot libéral en anglais n'a pas du tout la même connotation que ça n'est le cas en français, puisqu'en français, on associe libéral au monde économique et donc à des positions qui sont plutôt à droite de liberté d'entreprendre et de liberté sur les marchés, alors qu'en anglais, libéral renvoie à des positions
dans le domaine politique et au progressisme, notamment au progressisme sur des questions de société, sur des questions morales, sur des questions politiques, et donc plutôt de gauche. Aux États-Unis, ce sont les démocrates qui sont typiquement libéraux au sens politique, alors qu'évidemment en France, ce sont plutôt les conservateurs, en tout cas une partie d'entre eux, qui sont libéraux au sens économique. Et je pense qu'effectivement, en France, on pourrait dire que la gauche n'a pas su récupérer le potentiel qu'il y avait du côté du libéralisme politique, au fond, en essayant de suivre la droite sur ce qui paraissait être son terrain de prédilection, à savoir le libéralisme économique. La gauche a abandonné tout l'environnement de la liberté à ses adversaires politiques en prenant appui sur un argument qui est vrai, c'est qu'ils ne donnent pas la liberté. Et c'est pas parce que vos adversaires politiques prétendent donner la liberté et ne donnent pas, on va dire, complètement ou authentiquement la liberté, qu'il faut renvoyer la liberté aux oubliettes de l'histoire. Mais si on s'ouvre un petit peu à une vision mondiale, on saisit que partout, des démocraties qu'on appelle non libérales, eh bien, non seulement s'imposent, mais elles ne s'imposent pas par la force, elles s'imposent par le suffrage, elles s'imposent par la capacité qu'elles ont de construire une adhésion. Et partout, des formes autoritaires de pouvoir reposent sur une indifférence de plus en plus affirmée, affichée aux libertés publiques. Et donc, dès lors, s'affirmer antilibéral aujourd'hui, sous couvert, évidemment, d'une critique parfaitement légitime des effets sociaux désastreux du libéralisme économique, c'est se priver de la possibilité de défendre la liberté. La vieille philosophie tellement précieuse du libéralisme a été embringuée dans un systémisme, et la liberté a été mise en système. Mais pas n'importe quel système, un système au service des capitaux, de la finance et du tout profit, de l'accumulation des richesses. Quand on parle de liberté, on parle de liberté de pouvoir s'enrichir, non seulement s'enrichir, parce qu'on peut envisager un bénéfice, même dans une économie sociale et solidaire, on peut envisager des petits bénéfices, etc. Non, on a un profit absolument absurde qui s'accumule dans des proportions gigantesques, qui sont complètement insensées et qui produisent le monde auquel nous sommes confrontés. Ce qui fait que cette valeur, ce principe, cette éthique de liberté, quand elle est mise en système, n'est pas la liberté. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, face au fascisme et face au totalitarisme tout à fait redoutable en effet, le libéralisme a abîmé le mot de liberté en se lançant dans une guerre frontale, une guerre froide, en lançant sur les populations civiles des bombes nucléaires, en détruisant la nature, et en faisant même de la valeur humanisme, du libéralisme, le beau mot liberté qu'il contient, quelque chose qui devenait religieux, spiritualiste, protestant, un peu raciste, tout à fait raciste même par rapport au monde noir. Et ça a dévoyé cette notion. Et c'est quand même très dommage, parce que cette idée de liberté, en effet, ne soit plus dans aucun programme politique.
si on y réfléchit, c'est assez particulier de ne pas pouvoir bouger. C'est quelque chose qu'on connaissait, nous, dans les années 80, c'était vraiment les pays de l'Est, dont on ne pouvait pas sortir. Aujourd'hui, c'est tous les pays pauvres ou tous les pays en guerre, dont on a du mal à sortir. Et au-delà du terme d'injustice, je trouve que c'est un des trucs qui caractérise, qui nous pose le plus de problèmes. Imaginez que des milliers et des milliers de personnes meurent chaque année pour essayer d'avoir la liberté de se transporter, de se déplacer. Et c'est quelque chose, j'imagine, qu'on a fait de tout temps, par contre. On doit être dans un des premiers temps où on a autant de contraintes sur nos capacités d'aller chercher ce qu'on a besoin d'aller chercher ou d'aller voir ce qu'on a envie d'aller voir ailleurs, quoi. La crise qu'on a appelée des réfugiés ou des migrants montre une forme aussi de protectionnisme social où derrière le fait qui serait la façon de le voir de prime abord, où on cherche à empêcher des migrants de parvenir dans un espace économique pour le protéger parce qu'on dit ah non, on veut pas de pauvres, ou de bouche à nourrir, en fait, en quelque sorte. Il y a aussi une espèce de protectionnisme culturel qu'on entend dans les discours, cette théorie du grand remplacement, qui correspondrait à une forme de protectionnisme économique dont on a envie de remettre en place. Quand on regarde l'état du monde contemporain, on s'aperçoit que cette idée de liberté capturée, je dirais, par les capitalistes et les financiers, ne concerne pas les humains. Ça concerne les services, les marchandises, les capitaux, et d'une certaine manière, les conquérants, les néo-conquérants occidentaux qui peuvent se déplacer pratiquement dans la plupart des pays du monde. Mais quand l'humain essaie de suivre les marchandises, les capitaux et les services, on s'aperçoit que les vieilles frontières, du coup, deviennent nécessaires et même meurtrières. Et c'est pourquoi la Méditerranée est en train de devenir un cimetière et que dans la plupart des pays du monde, bien sûr, autour de l'Europe, mais pratiquement partout, les murs, les frontières, les barbelés, les rigidités apparaissent. Et c'est pourquoi la question des migrants aujourd'hui est pour moi une question fondamentale. C'est à partir de cette question des migrants que doit se poser, non pas des questions, c'est pas une cause humanitaire, c'est bien sûr une cause humanitaire, il y a de l'urgence, il y a de la compassion, il y a des choses à faire. Mais ce que ça pose fondamentalement, c'est quel monde nous voulons. Quel monde nous espérons qu'est-ce que nous voulons constituer au-delà du marché, au-delà du pouvoir d'achat, au-delà de mon petit profit individuel? Quel est ce nouveau monde que nous devons comprendre, qui est un monde de relations où l'humain doit finalement rencontrer l'humain, sans aucune frontière, sans aucune barrière? Si on oublie le concept trop général de liberté et qu'on fait l'effort instant après instant, politique, individuel, privé, de se libérer, de s'émanciper, petit lien par petit lien, sans cesse, tous les jours de sa vie, la question se pose de façon beaucoup plus humaine et beaucoup moins religieuse. Je crois qu'on peut presque dire qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a que des libérations à promouvoir sans cesse. Sans cesse, il faut sur une finlandisation gagner un petit bout de territoire, un petit bout assécher un tout petit peu de mer, d'océan à l'égard de cette emprise sans cesse que les sociétés, que l'être ensemble, le détestable être ensemble, sans cesse essaie d'imposer aux libertés individuelles. Mais il ne faut pas parler de liberté individuelle, à la libération, à l'émancipation. Il faut défendre des valeurs plutôt d'émancipation féminine, masculine, toutes des choses beaucoup plus précises.